Le conflit en Ukraine, toujours dans l'actualité brûlante du moment, il est depuis 34 jours maintenant à l'origine d'importants bouleversements politiques et économiques dans le monde. Va-t-on dans les prochains jours, voire semaines, vers un cessez-le-feu ? Les pourparlers directs entre Ukrainiens et Russes enregistrent un progrès à Istanbul ce mardi. Par ailleurs, dans le même temps, Moscou annonce réduire de manière significative son offensive militaire, notamment à Kiev, la capitale. L'actualité dans ce dossier est également marquée par le refus du G7 d'utiliser le rouble dans les transactions de gaz avec la Russie. Quelles seront les conséquences sur les approvisionnements en Europe ? Madame, monsieur, bonsoir. Ce sont là les points que nous allons aborder, développer et décrypter avec nos invités ce soir. On reçoit sur le plateau monsieur Mohamed Lakhdar Maougal. Bonsoir monsieur. Bonsoir et merci de me recevoir. Merci à vous de vous être déplacé. Je le rappelle, vous êtes écrivain et professeur à l'École nationale supérieure de journalisme. Et nous avons en direct avec nous via Skype monsieur Riyad Sidaoui. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Donc vous êtes politologue et vous êtes en direct avec nous depuis Genève. Et direction Istanbul dans un premier temps, messieurs, où s'est tenu un nouveau round de négociations, une première session de pourparlers en face à face depuis le 10 mars, un round qui semble se démarquer par rapport au précédent. On parle d'avancées significatives côté ukrainien et russe. 4 heures de négociations ont-elles vraiment permis une évolution vers un cessez-le-feu, monsieur Maougal? C'est trop tôt pour le dire. De toutes les manières, tout ce qui nous arrive ne nous arrive que en tant que fait de médiatisation. Ce sont des informations, ce ne sont pas des faits réels. Maintenant, cette négociation, il aurait fallu peut-être savoir comment elle a été déjà discutée. À la demande de qui ? Qui a posé des conditions préalables? Ça commence à filtrer plus ou moins. Oui. Et ça commence à sortir de ce magma informationnel qui nous a été imposé. Les choses semblent se répéter, puisqu'il y a eu déjà une première réunion en Turquie qui n'a pas abouti. Oui. C'était des réunions au niveau des ministres, je pense. Le ministère des Affaires étrangères. Ministère des Affaires étrangères. Cette fois-ci... je viens de l'apprendre parce que moi je sors juste d'un cours, donc je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé dans les dernières heures. C'est une réunion, je pense, au niveau toujours des ministres des Affaires étrangères, c'est ça? Là, ce sont les négociateurs qui se sont concertés, oui, et qui sont entrés avec justement un plan d'action avec des propositions. On va les développer dans un tout petit moment, puisque, comme vous le disiez, on a eu un magma d'informations dans la journée. On va la décortiquer ensemble. Monsieur Sidaoui, avant d'y arriver, justement, ces 4 heures de négociation... même question, est-ce qu'elles ont vraiment permis une évolution vers un cessez-le-feu ne serait-ce que temporaire? Et tout d'abord, il faut souligner qu'il n'y a pas une guerre éternelle. Toute guerre a un commencement et une fin. Mais est-ce que c'est la fin de la guerre aujourd'hui? Personnellement, je n'en pense pas. Calvin Clausewitz disait que la guerre, c'est la continuité de la politique, mais d'une autre façon, d'une autre manière, on fait la politique. Donc, les objectifs de la guerre, à mon avis, préparés depuis 2014, préparés par les Russes sur tous les plans, préparés au plan médiatique, au plan économique, au plan politique, au plan diplomatique, au plan militaire, évidemment, cette guerre doit réaliser tous ces objectifs. Certains objectifs ont été atteints. Par exemple, la destruction de la force militaire et l'infrastructure militaire de l'Ukraine. Ça, on peut le constater. On regarde souvent les médias occidentaux, certains médias arabes. On va penser que c'est l'armée ukrainienne qui va entrer à Moscou et qui est dans les banlieues de Moscou. Non, la réalité militaire, c'est autrement. Il y a une victoire claire et nette de l'armée russe. Donc, cet objectif principal a été atteint. D'autres objectifs, évidemment, le Donbass, l'indépendance de Donbass et la reconnaissance de Crimée comme territoire russe, d'ailleurs, qui a été donné par la Russie pendant le règne de Nikita Khrouchtchev, qui était président de l'Union soviétique et d'origine ukrainienne, donné par la Russie à l'Ukraine. C'est pour cela que je pense toujours à cet enchevêtrement
entre la Russie et l'Ukraine pendant l'Union soviétique. Mais personnellement, je ne pense pas que la guerre va être finie dans ces jours qui viennent. Je pense qu'elle va continuer et d'autres objectifs vont être réalisés. Peut-être l'objectif final de la Russie, c'est neutraliser totalement l'Ukraine. L'Ukraine devient comme d'autres, comme la Géorgie ou comme la Biélorussie, un État pro-russe où règnent les amis de la Russie à Kiev et qu'un État qui va couper avec l'OTAN, évidemment, et peut-être aussi avec l'Union européenne. Et justement, on va essayer de décortiquer tous ces points importants de négociation. On revient sur cette annonce du président ukrainien dimanche qui avait justement évoqué un des points importants des négociations. Je cite, « Les garanties de sécurité et la neutralité, le statut dénucléarisé de notre État ». Fin de citation. Et justement, Kiev a proposé de s'engager à une neutralité sous réserve d'avoir des puissances étrangères garantissant sa sécurité. Qu'est-ce qu'on ne dit pas, monsieur ? Ce qu'on ne dit pas, c'est la logique de fond qui, en fait, l'affaire de l'Ukraine, il y en a eu deux, grosso modo. 2014, on ne peut pas oublier l'histoire, qui est une histoire récente, et ce qui se passe aujourd'hui. Mais déjà, la Russie était déjà sur ses gardes. Pourquoi était-elle sur ses gardes ? Parce que tout simplement, l'OTAN commençait à avancer ses pions. L'OTAN commençait à intégrer des États européens qui étaient dans l'ancien pacte de Varsovie qui avait été dissous. Oui. Et comme les Russes avaient tenu leur engagement quant à la dissolution du pacte de Varsovie, du coup, ils s'attendaient à ce que l'OTAN elle-même s'auto-dissolve. Or, ça n'a pas été le cas. Donc, première entrave, premier coup de jarnac qui met les Russes en état de suspicion. Ils ont parfaitement le droit de supposer qu'il y a quelque chose qui se prépare contre eux. Puisque eux désarticulent un système dispositif qui est né de la Deuxième Guerre mondiale, voilà que les gens qui se sont regroupés ou qui ont été regroupés dans l'OTAN au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale commencent à avancer leurs pions. Or, il y a une histoire lourde dans la région. L'histoire lourde, c'est que tout s'est déclenché après la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Europe, il faut le dire, il faut le rappeler, l'Europe a été totalement vaincue par l'Allemagne nazie. La plupart des pays ont été mis à genoux, il a fallu l'intervention américaine. Oui. Et les Américains font payer précisément cette intervention. Ils n'ont pas fait payer l'intervention en 1918-19 pour la fin de la Première Guerre mondiale, mais cette fois-ci, c'est une aubaine. Une aubaine, il y a une Europe totalement désarticulée, un certain nombre de pays européens qui étaient sur les genoux, et un État, parmi ces États, de l'Europe centrale en particulier, qui s'appelle l'Ukraine, qui a été le deuxième État nazi et fasciste installé précisément par l'Allemagne comme tête de pont pour ensuite porter une extension et une expansion vers l'Europe orientale. C'est à ce moment-là que les Russes ont commencé à s'interroger. Ils ont mis du temps, à mon avis. Ils ont mis du temps parce que le système soviétique était en train de se désarticuler. La Russie cherchait ses positionnements, revoyait plus ou moins ses alliances et elle découvre tout à coup que ces anciens alliés du pacte de Varsovie sont en train de passer dans le camp adverse, qui va devenir un camp ennemi. Comment va-t-il devenir un camp ennemi ? Oui. Il va devenir un camp ennemi du fait d'un autre aspect de la guerre dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est la guerre médiatique. La guerre médiatique fait rage aujourd'hui. La guerre, j'allais dire militaire, il est évident que les Russes, dès le départ, avaient la suprématie du terrain. Ils connaissent le terrain. Ils ont déjà passé ce qu'on pourrait appeler, ou ce que le maréchal Eremenko avait parlé, le rouleau compresseur de 1945, qui avait permis de battre une des armées les plus puissantes d'Allemagne, l'armée
du maréchal von Paulus. Et les Russes connaissent le terrain. Ils le connaissent très bien. D'autant plus qu'il y a des relations très étroites entre l'Ukraine et la Russie. Mais au moment de la libération de l'Ukraine, l'Ukraine était probablement le pays de l'ancien pacte de Varsovie qui était le plus suspect aux yeux des Russes. Pourquoi était-il suspect? Parce que c'était un noyau nazi qui a été installé par l'Allemagne comme tête de pont pour une éventuelle agression contre la Russie, contre l'Union soviétique de l'époque. Si on ne prend pas en ligne de compte tout ça, on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Justement, oui. Donc, et pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut distinguer entre la guerre matérielle, c'est-à-dire le déplacement des forces en puissance, d'une part, deuxièmement, la guerre médiatique qui fait rage. Et celle-là, elle est beaucoup plus importante. Et pourquoi peut être beaucoup plus importante? Par rapport à l'opinion mondiale et internationale. Dans cette guerre médiatique, les États-Unis, en fait, brandissent le système libéral en disant nous sommes les dépositaires de la démocratie, nous sommes les dépositaires de l'ordre démocratique, et nous avons en face de nous un État russe hérité non seulement de l'Empire soviétique, mais hérité de l'Empire des Tsars. Merci, Monsieur Maougal, de nous avoir apporté ces éléments historiques pour comprendre un peu mieux et décortiquer ces points évoqués lors des négociations. On revient à ce point, justement, on a parlé de neutralité. La neutralité revient pour Kiev à renoncer à intégrer l'OTAN. Vous l'avez mentionné il y a un instant, une ligne rouge pour Moscou, mais l'Ukraine demande en retour que des États occidentaux garantissent sa sécurité. Quand on parle de ces États occidentaux, on fait référence aux États-Unis, à la Chine, à la France, à la Grande-Bretagne, mais aussi la Turquie, l'Allemagne ou même la Pologne. Monsieur Sidaoui, que pensez-vous justement de cette neutralité ? C'est une demande essentielle des Russes, donc ils ne vont pas faire marche arrière aujourd'hui. Et est-ce que cette neutralité va avoir lieu avec l'équipe de Zelensky? J'en pense pas, parce que Zelensky a beaucoup travaillé cette alliance, en fait, et c'était à moitié secrète avec l'OTAN et avec les États-Unis, et l'armement d'une manière discrète. Donc, je pense pas que ça sera faisable. Moi, ce qui m'intéresse peut-être plus que c'est le changement du monde, en fait. On est face à un nouvel ordre mondial. Vous avez cité la Chine comme garante de ces accords. La Chine, à titre d'exemple, soutient jusqu'à nos jours fortement la Russie. Ça c'était bien illustré que l'organisation du traité de Shanghai a bien fonctionné pendant cette guerre en Ukraine. Rappelons-le, l'organisation du traité de Shanghai a été fondée en 1996 entre la Chine et la Russie et quelques pays de l'ex-Union soviétique, puis rejoint par l'Inde et le Pakistan. On n'est pas alors surpris quand on voit les déclarations du chef du gouvernement pakistanais Imran Khan quand il a accusé les ambassadeurs occidentaux à Islamabad. Il a dit non, pourquoi je dois condamner l'intervention militaire russe? Les Russes nous aident, pétrole, économie, etc. Donc, on est face à un nouvel ordre mondial. On est beaucoup plus loin qu'une crise locale, qu'une crise totalement ukrainienne. Non, on dépasse la crise ukrainienne pour voir l'illustration d'un nouvel ordre mondial. On voit bien que l'Inde est solidaire, la Chine est solidaire, et le Pakistan aussi est solidaire. Et aussi, on va parler, je pense, plus tard avec le rouble et la guerre économique mondiale. La troisième guerre mondiale a eu lieu, mais c'est une guerre économique. Donc, on est face à un nouvel ordre mondial et qui va changer le monde pour des décennies et des décennies. Et le négociateur en chef ukrainien, David Arakamia, qui ajoute que ces garanties doivent apporter le même type de protection que l'article 5 du traité de l'Alliance Atlantique qui stipule qu'une attaque contre l'un de ses membres est une attaque contre tous. C'est dans le même temps, le même négociateur, selon le négociateur russe plutôt, Kiev veut que Moscou s'engage à ne pas s'opposer à ce que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne. C'est là le problème.
Oui, c'est Il est ça. là le problème. C'est exactement précisément. ça. Il est là le problème parce que les Russes observent le bloc occidental depuis pratiquement les années 60, parce qu'il y a des tentatives d'élargissement, et ils sont méfiants. Et ils se méfient particulièrement de l'Ukraine, parce que les autres pays ont fait leur choix. Ils ont été intégrés à une époque où le système soviétique était un peu brinque-ballant. Il se posait lui-même des questions sur son devenir, sur les Russes, les Soviétiques à l'époque avaient beaucoup réfléchi après leur aventure en Afghanistan. Ils ont tiré les leçons, ils ont compris que l'interventionnisme militaire dans un pays autre était quelque chose de très négatif. Or, depuis l'Afghanistan, les Russes ne sont intervenus nulle part. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans la diplomatie et dans la culture politique de la Russie. Mis à part l'époque des tsars, où effectivement les tsars ont eu des velléités d'extension et d'expansion, surtout en Orient. Ils ont été contenus en Occident. Mais depuis l'époque, les Russes n'ont jamais été à l'origine d'une guerre et ne sont jamais intervenus dans une guerre. Jamais. C'est le même cas pour la Chine. Vous avez tout à l'heure, je pense que c'est un petit glissement, vous avez mis la Chine dans le camp occidental, pas du tout. La Chine est un pays asiatique. Et Ce sont les garants que l'Ukraine voudrait avoir comme signataire. Je ne suis pas très sûr. Je ne suis pas très sûr. Je ne suis pas très sûr. Les Chinois sont plus méfiants vis-à-vis de l'Occident et des États-Unis que les Russes. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Russes, une grande partie des Russes sont des Occidentaux, sont des Européens, qu'on le veuille ou non. Les Chinois sont asiatiques. Et il y a dans l'histoire quelque chose qui va dans ce sens. Oui. L'empire russe, des tsars, n'a jamais été détruit par l'Occident. Mais la Chine reste membre du Conseil de sécurité. Excusez-moi. Oui. L'empire tsariste n'a jamais été détruit par les Occidentaux, ils n'ont pas pu. Napoléon Bonaparte à la Bérésina, il a essuyé une défaite telle qu'il n'a jamais plus remis les pieds. Par contre, les Occidentaux, d'une manière générale, à commencer par la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, la Hollande, la Belgique, la France, ont pillé la Chine. La Chine, au XVIIIe siècle, était la première puissance mondiale. Les gens l'oublient. Je dis bien la première puissance mondiale, économique, politique et civilisationnellement parlant. Ils en ont fait un pays à genoux. La Chine comptait dans le début du XXe siècle comme un État sous-développé, comme un État du tiers-monde. Oui. C'est ce qui a fait qu'elle a rejoint par la suite le mouvement des non-alignés dont elle a été un des promoteurs essentiels. L'histoire de la Chine avec le monde occidental n'est pas la même que l'histoire de la Russie. Oui. Or, ce que ne supportent pas les Occidentaux, c'est que précisément la contestation fondamentale de fond sur la restructuration du système mondial actuel, il vient des Russes, il ne vient pas des Chinois. Et ça, ils ne peuvent pas lui pardonner. Et Poutine en particulier, quand on dit Poutine, c'est l'entourage de Poutine, il n'est pas seul à décider, c'est évident. On a très tendance en politique à personnaliser les problèmes. Les Russes savent très très bien que l'enjeu actuel, c'est la restructuration de l'ordre mondial. Complètement. Et justement, à l'issue de la réunion entre négociateurs russes et ukrainiens aujourd'hui organisée à Istanbul, le vice-ministre de la Défense russe a annoncé que la Russie va réduire radicalement son activité militaire dans les régions de Kiev et Tchernigiv en Ukraine, deux villes qui, je le rappelle, se situent au nord de l'Ukraine. Monsieur Sidaoui, est-ce que vous ne voyez pas là un véritable signe d'apaisement ou plutôt tout son contraire? Relativement, oui, mais je pense aussi qu'il y a une stratégie militaire en Ukraine. Souvent, les médias occidentaux ne veulent pas révéler cette stratégie. Ils parlent d'un échec total. Et c'est parce que les troupes russes ne sont pas au centre de Kiev. Si c'est la même stratégie appliquée par l'armée russe et l'armée arabe syrienne en Syrie, ça veut dire découper le territoire en zones militaires autonomes
et chaque fois, on met l'accent sur une zone. Et ça, c'est clair, maintenant, la priorité, c'est pour le Donbass. Et surtout, sécuriser toute la frontière. Si on regarde la carte, on voit toute la frontière entre l'Ukraine et la Russie presque sécurisée par les troupes russes. Je veux dire que les troupes russes sont dans le territoire ukrainien pour sécuriser leurs frontières. La même chose pour la mer d'Azov, bientôt la même chose pour la mer Noire. Donc, il y a une stratégie militaire. Je pense pas qu'il y a un échec militaire russe. Ils veulent, d'ailleurs, dès le deuxième jour, ils ont encerclé Kiev. C'est encercler les grandes villes, aussi négocier, ne fermez pas la porte aux négociations. Quand on négocie, on fait la politique. Et je répète, et je souligne, Karl von Clausewitz disait toujours, la guerre, c'est la continuité de la politique d'une autre façon. Donc, la guerre n'est pas éternelle. Mais je pense que les objectifs militaires n'ont pas tous éteints. Je pense qu'il y aura d'autres objectifs. Je pense, finalement, peut-être que les Russes veulent vraiment changer radicalement le régime qui règne à Kiev. Ça veut dire changer l'équipe, éliminer l'équipe de Zelensky et les remplacer par des amis de la Russie. Et justement, le ministre russe de la Défense a estimé que dans l'ensemble, les objectifs de la première étape, je le reprends, ce sont ses propos, étaient atteints. Le potentiel militaire des forces armées ukrainiennes a été réduit de manière significative, ce qui permet de concentrer l'attention et les efforts sur le but principal, la libération du Donbass. Ce sont là les mots de Sergueï Shoïgu. Et dans le même temps, sont rapportés par qui? Moi, je suis très, très pointilleux sur ça. Oui. Il y a une guerre médiatique. Quand il y a un communiqué, il faut savoir qui fait le communiqué. Est-ce qu'il est habilité? Qui le dit? Qui a décidé? Oui. Quel est le canal? Oui. Moi, si vous me permettez, je fais une petite remarque. Je suis cette affaire pratiquement au jour le jour. Oui. Pendant très longtemps, j'ai essayé de faire un équilibre pour essayer de comprendre entre la consultation des chaînes occidentales. Je sais qu'elles sont alignées. Euronews, TV5, TV5 Monde, France 5, France 2, BBC Arabe, etc. C'est le même son de cloche. Bon. Oui. C'est à peu près le même son de cloche. Et ensuite, comme nous sommes coupés totalement des médias, soit de l'Europe de l'Est, oui, ou de la Chine, ou d'autre part, il ne restait que les médias arabes. Moi, je suivais trois chaînes essentielles qui ont traité cette question. Je suivais El Mayadin en particulier, parce que c'est elle qui a des envoyés sur terrain, oui, très souvent, et elle présente un certain nombre d'analyses accompagnées d'iconographie, c'est-à-dire accompagnées de photos, accompagnées de reportages. Je suis également la chaîne Al Jazeera avec un tout petit peu de méfiance, et je suis la chaîne Al Arabiya jusqu'à tout dernièrement avec beaucoup de méfiance, en raison de leurs attaches. Al Arabiya est très attachée Sans oublier Russia Today, RT. RT, je ne l'ai plus malheureusement. Oui. RT a été... moi, je n'arrive pas à la capter. Avant, je la suivais. Mais c'est pour ça que je pose la question de la source. Oui, oui. Il faut savoir c'est très important, qui fait quoi et qui dit quoi. Nous sommes en pleine guerre médiatique et justement... Elle est aujourd'hui plus importante que la guerre militaire. Parce que je considère personnellement, je ne suis pas du tout au fait des questions militaires. Mais selon les informations qui arrivent à filtrer, y compris celles que reconnaissent du bout des lèvres les chaînes européennes, l'affaire militaire est réglée. La Russie a totalement, je ne dis pas annihilé le système de défense ukrainien, mais elle l'a mis complètement à plat. Il reste encore la question du Donbass, monsieur. La question du Donbass, justement, n'est pas une affaire russe, la question du Donbass. C'est une affaire d'Ukrainiens russophones. C'est différent. Oui. D'ailleurs, cette question a été exclue des négociations. Bien sûr, bien sûr. Donc, il faut faire très attention quand on donne des informations. L'Ukraine, la Crimée, déjà pose un problème parce qu'elle a été donnée par les Russes à l'Ukraine. Et le Donbass. Le Donbass est ukrainien. Ukrainien dans le sens où
il fait partie de l'ensemble géopolitique ukrainien jusqu'à 2014, et il est composé en majorité de citoyens russophones. Monsieur Sidaoui, vous voudriez peut-être rebondir sur les propos de Monsieur Maougal. Surtout au plan médiatique, nous savons bien que les guerres dévoilent l'hypocrisie ou les hypocrisies médiatiques. Oui. Les Occidentaux parlaient toujours de liberté d'expression et les opinions différentes, etc. J'étais à Paris, à titre d'exemple, le site de Sputnik France ou le site d'RT France sont bloqués. Absolument. En Suisse, j'ai l'accès en Suisse, aucun problème, mais en France, sont totalement bloqués. Non, on peut parler de censure. Oui. Et plus que la censure, ils ont fermé la chaîne RT France, qui n'existe plus, effacée de la carte. Ils ont mis plus que 200 journalistes français au chômage. Pourquoi? Parce qu'il y a cette guerre médiatique, finalement. Donc, il y a une hypocrisie. Même récemment, les Français, les autorités françaises ont protesté contre l'ambassade russe à Paris à cause d'une caricature russe publiée par l'ambassade russe à Paris. Absolument. Alors, les Russes ont répondu, écoutez, vous nous avez dit un jour que le caricature est un espace de liberté intouchable. Rappelons-le, les caricatures contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les Français et Charlie Hebdo, les Français ont dit c'est un espace de liberté, la caricature est intouchable. Alors les Russes, ils ont fait un petit rappel. Donc, ça montre bien le degré de l'hypocrisie de ces États quand on parle de liberté d'expression, etc. On critique la Tunisie, l'Algérie, on critique les pays arabes, les pays du tiers-monde. En tant que donneurs de leçons, aujourd'hui, tout est dévoilé. Aujourd'hui, tout est à nu. Aujourd'hui, on voit bien le degré de liberté d'expression dans ces États. C'est pas quand vous posez le problème, vous avez raison, mais quand vous posez le problème en termes d'hypocrisie, vous moralisez. La lutte politique, elle est faite de tout ça. Le problème, c'est pour ça que les Russes n'ont pas confiance, n'ont aucune confiance dans la médiatisation de la guerre par les Occidentaux. Et c'est ce que nous aussi, parce que nous ne sommes pas concernés, mais nous allons être les victimes de cette histoire. Parce que c'est les gens j'ai constaté malheureusement qu'à part les 3 grandes chaînes que je citais, il n'y a pas beaucoup de place dans les analyses médiatiques sur cette guerre. Pourquoi? Est-ce que c'est de la réserve? Il y a des pressions qui se font, des pressions puissantes, et permettez-moi de vous le dire, la pression américaine, et en particulier sur l'Algérie, elle est forte. Il y a 3 jours, il y a une semaine, il y a une envoyée spéciale de Biden, et demain ou après-demain arrive un ministre. Oui. C'est quoi ces histoires-là? Et en parlant de ça, la transition est toute faite pour ma prochaine question. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, depuis Rabat, où il se trouve aujourd'hui, exprime ses doutes quant au sérieux ou encore à l'aboutissement des négociations. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Sidaoui? Ce sont ces propos, moi je pense relativement, oui, c'est vrai, je pense que la guerre n'est pas encore finie. Nous attendons encore plus de batailles, nous attendons encore plus d'objectifs militaires. Et c'est vrai, et moi je suis toujours critique vis-à-vis des Américains, mais je dis pour la première fois, le Pentagone était plus rationnel. Il a dit que les Russes vont entrer en Ukraine, la guerre va être déclenchée, ça a eu lieu. Même ils ont dit aussi Kiev va tomber malgré toute la résistance, malgré la résistance ukrainienne. Kiev va tomber. Je parle des déclarations du Pentagone. Aussi, leurs chiffres sont beaucoup plus rationnels que les chiffres donnés par l'armée ukrainienne. Je parle des pertes du côté russe. Donc, il y a un côté rationnel dans les déclarations américaines par rapport, évidemment, aux déclarations ukrainiennes. Et Lavrov, de son côté, qui a déclaré que les Américains veulent mettre la main sur les pourparlers. Oui. Évidemment, parce que Zelensky, avant de parler, il prend ses ordres au Pentagone. C'est connu. Il le reconnaît lui-même. Et quand il dit, il annonce, je lisais il y a 2 ou 3 jours, qu'il est absolument convaincu qu'il aura gain de cause pour intégrer l'Ukraine, non seulement à l'Europe, mais à l'OTAN. Ça veut dire qu'il a reçu quelque part des promesses.
Et s'il reçoit des promesses de qui? Les Européens sont contre l'accession de l'Ukraine à l'OTAN. Ce qui pousse dans ce sens, ce sont les Américains. Parce que si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, c'est un pion de plus en faveur des États-Unis. Ça crée des déséquilibres. Il y a, à l'intérieur du bloc occidental, il y a des tensions très fortes. Des tensions entre les Européens qui souhaitent être émancipés plus ou moins par rapport aux États-Unis et un clan européen affilié aux États-Unis, animé essentiellement par la Pologne, parce qu'il y a un puissant lobby polonais aux États-Unis qui veulent que l'Europe soit livrée pieds et poings liés aux États-Unis et que les États-Unis décident de tout. On revient au point de départ. On revient comme on a l'impression de revenir à 1946-47, c'est-à-dire la guerre des deux blocs, quoi. Et une dernière question pour parler du terrain. Avant même cette annonce de réduire son activité militaire dans l'Ouest, la Russie a annoncé il y a un peu plus de 48 heures se concentrer sur la partie Est, notamment sur le Donbass. On y revient, Monsieur Sidaoui. Est-ce que ce changement de cap ne s'est pas fait de manière stratégique à la veille des pourparlers? Non, je pense que c'est une stratégie militaire dès le départ, planifiée par les Russes et inspirée de la même stratégie militaire en Syrie, découper le territoire en plusieurs zones militaires et chaque fois on se focalise sur une zone prioritaire et puis on passe à l'autre. Et évidemment, le Donbass, c'est l'espace vital pour la Russie, donc c'est la priorité absolue. Et après le Donbass, peut-être il y aura aussi Kiev. On va voir, est-ce que vraiment les opérations militaires vont arrêter ou ça va continuer? Personnellement, je pense que, puisqu'on parle d'un nouvel ordre mondial, le monde a changé. Je pense que l'objectif principal de la Russie, c'est neutraliser totalement l'Ukraine, éloigner totalement l'Ukraine, que ce soit de l'Union européenne ou de l'OTAN. L'Ukraine devient un pays allié à la Russie, comme le cas de la Biélorussie. Et peut-être ça sera intégré aussi dans l'organisation de traité de Shanghai. Et je pense la mobilisation de plus que 200 000 hommes et cette guerre énorme et surtout ces sanctions énormes contre la Russie, ce n'est pas juste pour gagner quelques kilomètres dans Donbass et s'arrêter à mi-chemin. Je pense qu'il y a des grands objectifs à cette guerre. La mobilisation est totale en plan chez les Russes. Monsieur Sidaoui, vous venez de parler plutôt du changement de l'ordre mondial. On le voit sur le plan économique aussi. L'autre fait marquant de l'actualité, c'est cette annonce du G7 présidé par l'Allemagne. Il refuse toute transaction faite en roubles. Le président russe avait donné jusqu'à jeudi aux partenaires européens pour décider de leurs achats en matière de gaz naturel liquéfié, en matière de GNL. Monsieur Mawel, est-ce qu'on peut dire que Poutine a mis les Occidentaux un peu au pied du mur avec cette histoire de rouble? Il leur a mis, comme on dit en arabe, hajraf sabbat, un caillou dans le soulier. Pourquoi? Parce que cette histoire de faire payer les livraisons de gaz et de pétrole en rouble, c'est son droit le plus absolu. C'est lui qui vend. A-t-on vu jamais quelque part? C'est absurde que ce soit le client, acheteur, qui impose sa monnaie. Pourquoi les Allemands vont dans ce sens? Parce qu'ils veulent que se maintienne le dollar fictif sur lequel repose l'ordre mondial monétaire. Or, les Russes, s'ils ont fait une grande action, la plus grande action actuelle, c'est précisément de montrer que ce système du dollar fictif sur lequel repose le système monétaire mondial, c'est du festé, c'est de la blague. C'est une mythologie. Une mythologie qui a fonctionné tant que le monde n'est pas en ébullition. Aujourd'hui, le monde est en ébullition. Le vendeur, c'est lui qui impose la qualité de la marchandise et il impose le prix et la monnaie de la marchandise. On n'a jamais vu, sinon dans les affabulations et les délires, on n'a jamais vu le client imposer sa monnaie.
dans un système où la monnaie a son sens. La stratégie de faire payer les Occidentaux, en particulier les Européens, parce qu'il s'agit du marché européen, de les faire payer en roubles, c'est aussi une manière de revaloriser le rouble. Parce que par ce biais, la Russie va récupérer tous les fonds de roubles qui sont dans les banques occidentales. Une fois que c'est récupéré, les Européens seront obligés de racheter des roubles pour ensuite acheter de la marchandise en roubles. Je trouve ça, ce phénomène, je trouve ça quelque chose de particulièrement génial. Et justement, avec cette avancée des négociations, on a vu le rouble grimper aujourd'hui. 85,42 roubles pour $1 vers midi. Et ce n'est qu'un début. C'est ça. Et Monsieur Sidaoui, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de commentaire oui, allez-y, je vous en prie. Parce que toujours dans l'hypocrisie occidentale, je caricaturise un petit peu, on vous sanctionne, vous êtes sous embargo sur tous les plans, mais s'il vous plaît, l'exception c'est le pétrole et le gaz. Parce qu'on a besoin de votre gaz, ils sont votre gaz, on ne peut pas survivre en Europe. C'est infantile, ça. Mais c'est incroyable, c'est ridicule. Et en plus, non, on achète votre gaz avec la devise qu'on aime, soit l'euro, soit le dollar, mais pas en rouble. Et ils se prennent dans une position de force. Alors, qui est dans la position de force? C'est la Russie, évidemment. C'est ça. Et est-ce qu'on constaterait aujourd'hui peut-être un scénario de rupture inversée, si j'ose dire, Au départ, une rupture initiée par les États-Unis. Aujourd'hui, on assiste à une contre-guerre économique de la part de la Russie, Monsieur Sidaoui. Absolument. Moi, je pense de toute façon, les Russes sont habitués aux sanctions depuis la révolution bolchevique, depuis la création de l'Union soviétique. Ils sont habitués des sanctions occidentales. Et qui va être perdant aussi sont les Occidentaux, parce qu'il y aura un séisme, un tremblement de terre économique dans les bourses occidentales, surtout l'Union européenne. C'est vrai, les Américains produisent leur gaz et leur pétrole. L'exportation américaine du gaz vers l'Union européenne ne représente pas plus que 10% du gaz russe. Et pour les Russes, ils ont d'autres acheteurs. Les Chinois, ils sont prêts, ils sont déjà en train de construire un gazoduc qui va être prêt en 2024. La même chose pour l'Inde. Poutine et les Russes ont dit aux Indiens, écoutez, on peut vous vendre du pétrole moins cher, $25 moins cher le baril que le prix mondial. Les Indiens sont très contents pour cette offre. Donc, finalement, c'est le vendeur qui fixe le prix, c'est le vendeur qui fixe la quantité, aussi qui veut vendre, et c'est le vendeur qui est dans une position de force, ce n'est pas l'acheteur. Donc, je résume toujours, je dis c'est ridicule, vous êtes sous sanction, embargo total, mais s'il vous plaît, on a besoin de votre gaz quand même. Et cette décision du G7 de refuser toute transaction en rouble, est-ce qu'elle ne ferait pas finalement l'affaire que du dollar? Le fond du problème, c'est celui-là. Ils savent très bien que le dollar est fictif. C'est une virtualité. Depuis les années 70, le système. Mais les conditions aujourd'hui de l'émergence d'un nouveau pôle, avec un nouveau projet, avec une mondialisation extensive et non plus expansive, change les donnes. Et l'exigence, c'est précisément de mettre en synergie tous les composants de ce nouvel ordre mondial qui est en perspective. La question monétaire, elle va être déterminante. Elle va être déterminante. Je lisais un article, je ne sais plus, il y a quelque temps, sur les fonds qui sont déposés à la Banque mondiale et qui sont gérés par les États-Unis. Il y a des pays qui, dès qu'ils sont en désaccord avec les États-Unis, première décision, on leur bloque leur avoir. On les bloque pour faire quoi? Pour laisser les avoirs dormir dans des coffres forts? Bien sûr que non. Donc il y a une stratégie qui a consisté à faire durer ce système mythologique, parce que c'est de la mythologie, et cette stratégie est en train pratiquement de s'écrouler
comme est en train de s'écrouler le système de ce que j'ai appelé quelquefois la mondialisation néocoloniale. La mondialisation néocoloniale, c'est le projet maintenu du bloc occidental, récupérant les anciennes colonies, récupérant les anciennes colonies qui ont été rendues indépendantes par la lutte des peuples, et tentant par la même chose de récupérer les peuples qui se sont libérés. Donc il y a cet enjeu-là qui reste un enjeu fondamental aujourd'hui. Fondamental, oui. Monsieur Sidaoui, un dernier mot peut-être avant de nous quitter sur cette affaire de roubles et cette affaire d'achat de GNL et cette affaire de dollars surtout. Absolument, moi je pense on est dans un carrefour, une rupture totale au sens épistémologique avec le passé. C'est un grand séisme politique à l'échelle mondiale, comme la chute de l'Union soviétique. Aujourd'hui, c'est la guerre de l'Ukraine. Donc le monde est en train de changer radicalement. On est face à un nouvel ordre mondial. La division entre un Occident vieilli et un Orient fort, puissant, à leur tête l'économie chinoise et la force militaire russe, et d'autres pays, l'Inde et le Pakistan. Le monde a changé, c'est un nouvel ordre mondial. Bientôt, même les professeurs des relations internationales vont changer leur cours. On est en pleine guerre forward, une nouvelle guerre forward et un nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre mondial. Merci, monsieur Riyad Sidaoui. Toujours un plaisir de vous avoir en direct avec nous via Skype. Je le rappelle, vous êtes politologue. Et merci, monsieur Mohamed Lakhdar Maougal, vous m'avez accompagné sur le plateau. Je le rappelle, vous êtes écrivain et professeur à l'École nationale supérieure de journalisme. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Tout de suite, les plumes du Sila, suivi du journal télévisé présenté par Riyad Lahri à 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Al24 News.